Des explosions ébranlent le sol sous vos pas. Des obus d'artillerie hurlent au-dessus de votre tête alors qu'une pluie sale s'abat sur votre tranchée. Mais cela ne vous dérange pas. Vous êtes au front depuis longtemps. Vous êtes expérimenté, endurci. Vous fermez les yeux, espérant vous reposer avant l'avancée des troupes américaines. Soudain, votre gorge se serre. Vous haletez, vos poumons sont en feu. Votre vision se brouille, vos yeux piquent. Vous trébuchez autour de la tranchée désorientée, tandis que vos camarades hurlent de douleur, leurs corps se tordent d'agonie. Lentement, les sons s'estompent, alors que votre monde devient noir. Vous venez de devenir la dernière victime d'une attaque américaine au gaz phosgène. Une arme si effrayante qu'elle a été prohibée. Et ce n'est que le début. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous révélons les armes les plus folles que l'armée américaine a dû interdire. Lorsque les États-Unis ont rejoint la Première Guerre mondiale, la plupart des grandes puissances avaient déjà établi des programmes d'armes chimiques. Sur le front occidental, l'utilisation d'armes chimiques était une occurrence quotidienne, et il y avait tout un assortiment d'agents parmi lesquels choisir. Alors que beaucoup de gens connaissent le gaz moutarde en raison des ampoules et des brûlures atroces qu'il laissait à ses victimes, de nombreuses autres armes chimiques étaient utilisées, y compris le chlore, les agents à base de brome, et le gaz le plus mortel de la guerre, le phosgène. Le gaz phosgène était un tueur silencieux mortel, avec une odeur rappelant le foin frais ou l'herbe coupée. Ce gaz incolore se fondait dans l'environnement environnant. Étant plus lourd que l'air, il s'infiltrerait dans les trous de renard, les tranchées et les abris où dormaient les soldats ennemis. En raison de la nature indiscriminée des armes chimiques, ainsi que de l'agonie pure que subissaient les soldats et les civils, après la Première Guerre mondiale, les États-Unis et presque tous les autres pays ont cessé d'utiliser ces armes. Malgré cela, les États-Unis ont continué à fabriquer d'énormes quantités d'armes chimiques jusqu'à ce que le président Nixon renonce au programme américain d'armes chimiques en 1969. Cependant, ce n'est qu'en 1997 que les États-Unis ont ratifié la Convention sur les armes chimiques, et il a fallu presque 30 ans pour détruire son stock, ce qui a été achevé en 2023. Mais alors que les armes chimiques durent principalement en faisant remplir les poumons de leur propre fluide corporel, cette prochaine arme peut aspirer l'air directement hors d'eux et laisser les gens haletants, ainsi que littéralement brûlants. Le napalm. Alors que les troupes américaines avancent vers votre position, vous voyez des avions au-dessus de votre tête. Vous vous préparez à l'impact, alors qu'un seul avion fait une descente sur votre position. Sûrement que quelques bombes ne feront pas beaucoup de dégâts à l'ensemble des bunkers et des tranchées, du moins, jusqu'à ce qu'elles explosent. En quelques secondes, une énorme boule de feu engloutit tout autour de vous, et vous réalisez que ce n'est pas une bombe normale, mais une bombe au napalm. Les bombes au napalm, introduites lors de la Seconde Guerre mondiale, sont devenues les armes de prédilection des dirigeants militaires américains pour détruire le moral des civils et des militaires. Après un grand succès lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont continué à l'utiliser en Corée et au Vietnam, de manière tristement célèbre. L'utilisation de bombes au napalm, en particulier la variante Mark 77, est devenue emblématique du conflit. Lorsque la bombe explose, l'essence, qui est épaissie avec des substances comme le polystyrène, s'enflamme immédiatement au contact et adhère à tout sur son passage. Toutefois, la bombe peut mutiler et tuer bien au-delà de la simple combustion. Dans des zones fermées telles que les tranchées, le napalm peut tuer sans contact direct. L'énorme boule de feu aspire tellement d'oxygène que les personnes cachées dans des bunkers et abris peuvent se croire en sécurité. Cependant, une bombe au napalm peut littéralement aspirer l'air des poumons de quelqu'un dans des espaces fermés et tuer par asphyxie. Même les soldats survivants à une bombe au napalm ne sont pas tirés d'affaire. Les troupes américaines avançant vers les tranchées ennemies font face à une résistance féroce des survivants de l'attaque au napalm. Coincés et n'ayant nulle part où aller sauf de l'avant, la progression est épuisante. Mais juste quand vous pensez que tout est perdu, vous voyez un soldat solitaire se frayer un chemin vers les tranchées. Attaché à son dos se trouvent deux grands bidons. L'un contient un mélange de napalm, comme les bombes qui viennent de tomber, l'autre de l'azote. Ces bidons constituent les principaux composants du lance-flamme Mark II. Vous réalisez que cet homme sera une cible facile. Vous commencez à fournir un tir de couverture pour le protéger. En s'approchant du bunker le plus proche, il vise avec le lance-flamme, flamme allumée à l'extrémité, et appuie sur la gâchette. Vous et vos camarades regardez les soldats ennemis être engloutis par les flammes. Avec une odeur de chair brûlée flottant dans l'air, vous vous précipitez dans les tranchées pour continuer l'assaut. Mais il y a un problème. Bien que non officiellement interdit par traité ou législation, l'armée des États-Unis a cessé de produire en masse des armes incendiaires, comme le napalm et les lance-flammes en 1978 en raison de la condamnation internationale de la guerre du Vietnam.
À cause de cela, les armes utilisant le feu sont rarement utilisées aujourd'hui et ne sont certainement pas facilement disponibles, tout comme cette prochaine arme qui était si odieuse qu'aucune force américaine ne l'a jamais adoptée. Depuis l'invention des armes à distance telles que les flèches, les dards et les lances, l'humanité cherche à les rendre plus létales en utilisant des poisons. Une méthode consistait à empoisonner leurs pointes. Dans l'Antiquité, on trempait souvent les flèches dans du venin de serpent ou des poisons végétaux. Les armées se sont adaptées à l'évolution technologique et à la compréhension du corps humain. Au Moyen-Âge, il n'était pas rare de mettre des flèches dans un corps en décomposition ou de les enduire de sang humain avant de les tirer sur un ennemi. En fait, la pratique de l'empoisonnement des projectiles a continué même après l'arrivée massive des armes à feu et a été parmi les premières armes interdites à la fin des années 1800, et ce pour de bonnes raisons. Imaginez être un soldat touché par un projectile comme une balle, et bien que dévastateur pour le corps, cela pourrait être le moindre de vos soucis. Si vous étiez touché par une balle recouverte de venin de serpent, vous pourriez survivre à la blessure par balle, mais vous mourriez quand même dans les heures suivantes, à cause du poison. D'autre part, être touché par une balle placée dans un corps en décomposition pourrait provoquer une infection, tandis que les balles trempées dans le sang pourraient vous tuer en introduisant le mauvais type de sang dans votre corps. Les États-Unis n'ont jamais officiellement adopté d'armes à pointe empoisonnées, et les conventions de la Haye de 1899 et 1907 les ont interdites avant que les États-Unis puissent les essayer. Cependant, les traités internationaux n'ont pas arrêté les États-Unis d'utiliser une balle encore plus mortelle, bien qu'aujourd'hui fortement réglementée. Des munitions à pointe creuse. Malgré le fait que vous n'êtes pas armé de balles à pointe empoisonnées, vous et vos camarades soldats avez quelque chose d'encore mieux. Bien que les traités internationaux les désignent aujourd'hui comme des balles expansives, nous les connaissons sous le nom de balles à pointe creuse, et elles sont particulièrement méchantes lorsqu'elles entrent en contact avec le corps humain. Lorsqu'une balle traditionnelle à enveloppe métallique pénètre dans le corps, elle transfère toute son énergie cinétique au tissu environnant. Cette force peut déchirer la chair, briser les os et même ricocher à l'intérieur du corps avant de sortir. En sortant, la blessure est généralement plus grande et cause encore plus de dommages, mais malgré cela, les balles à pointe creuse sont encore plus mortelles. Caractérisées par leur forme emblématique coupée ou inversée, ces balles sont destinées à se déformer à l'impact et à grossir. Au fur et à mesure de la désintégration de la balle, sa surface augmente, causant plus de dommages et dispersant des fragments dans le corps. Dans un combat rapproché, l'utilisation de balles à pointe creuse offre un avantage tactique en réduisant la surpénétration et en diminuant les chances de tir ami. Mais comme pour les armes à feu, les États-Unis les restreignent fortement. Bien qu'ils ne les interdisent pas totalement, l'armée restreint strictement l'usage des balles à pointe creuse aux forces spéciales et au maintien de l'ordre militaire. La raison en est de prévenir les victimes civiles dans des environnements urbains fortement peuplés. Malgré leur atrocité, les blessures par balles à pointe creuse offraient une chance raisonnable de rétablissement. Mais pour cette prochaine arme, elle était destinée à ce que la cible ne se rétablisse jamais complètement. Le sabre 203, laser Dazzler. Alors que vous et vos camarades continuez à avancer à travers les tranchées, vous commencez à manquer de munitions. C'est un problème, compte tenu du fait que l'ennemi a lancé une contre-attaque féroce. L'ennemi continue d'avancer jusqu'à ce que vous puissiez voir le blanc de leurs yeux. Et c'est exactement ce que vise votre camarade à côté de vous. Équipé d'un sabre laser éblouissant, 203, cette arme spéciale s'adapte à l'intérieur du lance-grenade de 40 mm d'un fusil M16 standard. D'une simple pression sur un bouton, votre camarade tire cette arme laser dans les yeux de l'ennemi. Et ce puissant laser rouge aveugle instantanément quiconque a le malheur de l'avoir directement dans les yeux. Après la convention de 1995 sur certaines armes conventionnelles, les États-Unis ont dû repenser cette arme. Son but principal étant de rendre aveugles de façon permanente les adversaires. L'armée a dû l'atténuer pour la rendre conforme. Bien qu'encore utilisés de manière limitée, les sabres laser éblouissants 203 modernes sont beaucoup moins puissants. En raison de l'absence de cette arme à votre disposition, et avec les munitions épuisées, vos commandants prennent la décision douloureuse de se retirer vers vos lignes. Mais avant de le faire, vous laissez tous quelques surprises derrière vous pour les troupes ennemies, sur le point de reprendre la tranchée. Des mines terrestres. Pendant que vous et vos camarades vous préparez à rejoindre vos positions, les ingénieurs de combat installent des pièges pour l'ennemi. Le long de la ligne de tranchée, vous placez diverses mines antipersonnelles, y compris les tristement célèbres mines 1016, qui sautent et explosent à hauteur de taille lorsqu'on marche dessus. Mais ce n'est pas tout. Sous l'ennemi tombé, vous placez des pièges comme des grenades dont les goupilles ont été retirées. De plus,
Vous placez dans les tranchées de petites mines en plastique appelées détonateurs de remorquage, conçus pour exploser sous le pied d'un soldat ennemi. L'ennemi commence à penser que quelque chose ne va pas. Pourquoi les Américains ont-ils abandonné la position ? Cela semble trop beau pour être vrai, mais soudain ils réalisent que c'est le cas. Le long de la ligne, les hommes déclenchent des mines terrestres. Ceux qui, vérifiant les morts, finissent également aux côtés des tombés. Les soldats de haut en bas ont peur d'avancer à cause des mines de métal et de plastique laissées partout. Mais tout comme les armes incendiaires, les États-Unis ont fortement restreint l'utilisation de la plupart des mines terrestres et en ont carrément interdit d'autres. Les États-Unis ont aligné leur politique sur les mines terrestres, avec le traité d'Ottawa, aussi connu sous le nom de Convention sur certaines armes classiques. Cela signifie que les États-Unis ne peuvent pas placer de mines terrestres non télécommandées dans des zones non marquées et non surveillées. Il est également explicitement interdit aux troupes américaines d'utiliser des mines non métalliques et de recourir à des pièges. Néanmoins, les forces américaines ont une autre astuce pour retarder l'ennemi, rendant les mines terrestres insignifiantes en comparaison. Les bombes à sous-munitions. Les forces moins américaines étant en sécurité, le soutien aérien recommence à pilonner l'ennemi. Malgré le bombardement intensif, il semble impossible d'arrêter la vague humaine de troupes ennemies se ruant vers les positions des États-Unis, c'est-à-dire jusqu'à ce que d'autres armes lourdes arrivent. Les États-Unis ont de nombreux systèmes de lancement de roquettes multiples en place pour tirer. Inconnus de l'ennemi, ces lanceurs sont armés d'un type spécial de munitions, connu sous le nom de roquettes à fragmentation M26. Ce ne sont pas vos roquettes standards. Remplies d'une ogive explosive, la M26 explosera juste au-dessus de la cible. Sa principale façon de causer des dégâts n'est pas par des éclats d'obus, mais par des centaines de petites bombes. Alors que des dizaines de roquettes M26 explosent au-dessus de l'ennemi, il y a littéralement des milliers de petites explosions faisant que ces bombes recouvrent tout le front. L'attaque est absolument dévastatrice et freine l'avancée de l'ennemi. Mais aujourd'hui, cela ne se produirait pas. Les États-Unis n'emploient pas de munitions à dispersion, ayant un taux d'échec dépassant 1%. Cela signifie qu'au moins 99% des petites bombes doivent exploser. Les armes à sous-munitions anciennes, comme les M26, ont un taux de défaillance allant jusqu'à 23%, ce qui les rend illégales en vertu du traité d'Ottawa. Cependant, les États-Unis ont déclaré qu'ils utiliseront ces anciennes munitions jusqu'à épuisement, et n'achèteront plus celles avec un taux de défaillance élevé. Toutefois, parsemer une zone ennemie de petites bombes n'est pas la seule arme d'attaque à large zone prohibée par les États-Unis. La suivante est si sinistre qu'on se demande qui pourrait même inventer quelque chose comme ça. Avec les fronts stabilisés, les commandants américains ne veulent d'ailleurs pas prolonger indéfiniment cette guerre impliquant des armes biologiques. Au lieu de cela, ils comptent amende sur une arme de dernier recours proche de l'utilisation d'une bombe nucléaire tactique, pendant que du personnel spécialisé charge l'avion dans un hangar secret. Ils ignorent la dévastation que cette arme causera. L'avion solitaire survole profondément le territoire ennemi, mais personne n'y prête attention. Les avions de reconnaissance décollarent toujours des deux côtés, mais cette fois, c'est différent. Le pilote appuie sur un bouton déclenchant la pulvérisation d'un aérosol à haute pression. L'avion parcourt des dizaines de kilomètres, à travers les arrières de l'ennemi, pulvérisant cette arme. Après avoir livré sa charge utile, l'avion retourne à la base et tout le monde ne pense à rien jusqu'au lendemain. Après 24 heures, des milliers de soldats, civils et animaux, ont développé des symptômes horribles. Les premiers signes incluent fièvre, frissons, éruptions cutanées, ampoules inexpliquées et difficultés respiratoires. En quelques jours, les gens meurent en masse, comme des mouches. Inconnus de l'ennemi, les États-Unis ont pulvérisé une version aérosol de l'anthrax sur toute la zone de combat dans l'intention de briser l'impasse et le moral de l'ennemi. Bien que les États-Unis aient fabriqué de nombreux agents biologiques, l'armement de l'anthrax était le plus mortel, son système de livraison, par pulvérisation aérosol ayant un taux de mortalité de 100% s'il n'est pas traité. Heureusement, cette arme n'a jamais vu le jour, mais si elle l'avait fait, elle aurait sans doute pu être la deuxième pire chose, juste après une bombe nucléaire. Allez maintenant regarder l'arme militaire la plus mortelle des États-Unis, ou visionner cette vidéo à la place.